Sentez-vous bien en entreprise, le podcast de PMS Médicalisation. Prévention, infirmerie, métier du soin en entreprise, santé mentale au travail et formation. Dans un immeuble de bureau, dans une usine, sur un chantier, un parc d'attractions ou un aéroport, dans la jungle, sur un bateau ou encore sur un parc éolien, partout où des femmes et des hommes travaillent, les professionnels de santé de PMSM peuvent intervenir. Ce sont leurs histoires que nous allons vous proposer. Bonjour, je suis Sophie. Pour ce premier épisode, je vais vous accompagner dans des endroits particuliers. Des lieux où, pour pratiquer la santé en entreprise, il faut parfois aménager l'espace pour que les médecins, les infirmiers et les patients soient accueillis dans de bonnes conditions. Et ce, malgré un environnement parfois hostile ou situé loin des infrastructures de santé. Allons tout de suite à la rencontre de Franck Amadei, responsable du service d'ingénierie biomédicale de PMSM. Son métier, concevoir des infirmeries et des hôpitaux dans des lieux particuliers, dans des navires ou des chantiers éloignés. Il propose aussi des équipements pour permettre au personnel de santé de travailler. Équipements qui doivent être en permanence en état de marche. La mission première, c'est de conseiller le client sur le design de son infirmerie, de son hôpital. C'est-à-dire qu'on va aider les architectes à designer au mieux les surfaces en sachant que on peut aller d'une simple infirmerie, d'une trentaine ou une cinquantaine de mètres carrés, jusqu'à des grosses structures de plus de 1000 mètres carrés. Un centre médical ou un hôpital dans un navire de croisière, un paquebot ou un voilier. Ça peut être le cas sur des navires militaires. Donc, vous connaissez sûrement, vous avez déjà entendu parler des navires Mistral, Tonnerre ou Dixmude, qui sont des navires de la marine française. C'est des navires hôpitaux. À l'intérieur, il y a un hôpital de plus de 1000 mètres carrés, avec 2 blocs opératoires, un cabinet dentaire et une trentaine de lits médicalisés. Donc, c'est des chantiers qui sont assez importants et intéressants, puisqu'on a travaillé dès le départ sur l'optimisation des plans jusqu'à la formation de l'équipe médicale à bord du navire. On a été missionné pour choisir, livrer et installer une IRM au Cameroun, à l'hôpital militaire de Yaoundé. Donc là, c'est vrai que c'était un dossier aussi très intéressant parce qu'on a construit un bâtiment, on a livré et installé une IRM au champ à Yaoundé. On a géré aussi la formation de l'équipe médicale qui s'est faite en France. Donc c'est vrai que c'est des dossiers, ce type de dossier, on les gère, il faut à peu près 2 ans entre le moment où on reçoit la consultation et le moment où on forme le personnel médical. Donc c'est des dossiers qui sont très intéressants au niveau ingénierie. On retrouve aussi des structures terrestres. Donc là, c'est plus des infirmeries qu'on va retrouver sur des sites comme des aéroports, donc des établissements recevant du public ou des parcs d'attractions. Mais ça peut être aussi des petites infirmeries sur des chantiers BTP qu'on va retrouver dans, par exemple, les chantiers du Grand Paris. En fonction de la typologie du site, on va fournir et proposer à nos clients une liste de dispositifs médicaux. Alors c'est très complet, hein, ça va du tabouret au lit, en passant par la radiologie, l'échographie, les ventilateurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout le matériel médical qu'on peut retrouver dans un hôpital terrestre, dans une clinique ou dans une infirmerie quand vous allez chez votre médecin faire une visite de contrôle. Donc on s'adapte, nous, en fonction du client. C'est vrai que si c'est sur le matériel est mis sur un navire, ça sera peut-être pas forcément la même marque que si le matériel est mis sur un hôpital terrestre, parce qu'après, il y a toute la partie maintenance qui est une grosse activité pour le service d'ingénierie qui est importante. Donc la marque, la robustesse de l'équipement est choisie en fonction du site. Troisième métier, c'est celui de la maintenance et c'est un métier très important puisque ce matériel doit être maintenu en bon état alors que le lieu
là où il est disposé, c'est soit très loin, soit au milieu de l'eau, soit au milieu de la jungle. Donc il y a un sujet sur la maintenance et sur, j'imagine, beaucoup de télémaintenance maintenant. Alors oui, c'est vrai que la maintenance, c'est une grosse partie de notre activité, puisqu'en fait, on offre à nos clients une solution globale. On n'est pas juste une société qui vendons du matériel. Comme vous avez pu le comprendre, on les accompagne dès le départ du projet, dans la conception, la livraison et donc la fourniture de matériel, mais également la maintenance. Parce que c'est vrai que le matériel médical, certains dispositifs doivent être contrôlés au minimum une fois par an. Donc, c'est une grosse partie de notre activité et d'organiser ce qu'on appelle des maintenances préventives sur site. Et ça, on le fait sur tous nos sites. Actuellement, on a plus de 40 sites avec du matériel, de dispositifs médicaux. Et qu'est-ce que ça veut dire une maintenance préventive? Ça veut dire organiser le déplacement d'un technicien sur un navire, si le site en question est un navire de croisière, pour tester les équipements. Alors, c'est un technicien, on va dire, généraliste pour les dispositifs classiques, mais c'est un technicien spécialiste pour la radiologie ou un technicien spécialisé également dans tout ce qui est les fluides médicaux et en particulier l'oxygène. C'est un gros travail de planning, d'organisation, de faire la maintenance préventive. Un point important quand notre dispositif est loué, parce qu'au sein de PMSM, on propose aussi de la location à nos clients. On gère aussi la maintenance curative. Donc maintenance curative, ça veut dire qu'il y en a un souci sur un appareil qui nécessite une intervention. Et donc, on gère aussi toute la partie réparation ou remplacement dans certains cas de l'appareil. Est-ce qu'il y a, avec le développement de la télémédecine et donc la présence de plus en plus fréquente de cabines de consultation, est-ce que ça, c'est un secteur qui se développe chez vous ou est-ce que c'est une tendance qui va devenir importante dans les années à venir? Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de télémédecine. Alors, nous, on ne propose pas des cabines, puisqu'on propose plutôt des solutions plus simples d'utilisation et plus autonomes. Donc, on parle plutôt dans notre cas de valises de télémédecine. C'est vrai qu'avec le déploiement d'Internet un petit peu partout dans le monde, ça a ouvert un champ assez gigantesque pour déployer de la télémédecine. Alors, on le fait essentiellement sur des sites où il n'y a pas forcément de médecins ou d'infirmiers. Et donc, ça peut être juste par exemple, dans le cas d'un bateau, un tonnier, il y a certains commandants de navires de pêche qui utilisent une valise de télémédecine en cas de souci médical avec un passager ou un membre d'équipage. Et on va utiliser la valise pour discuter, pour prendre les constantes vitales, prendre une température, une tension, faire un ECG. Et on va utiliser ce dispositif pour dialoguer avec un centre, par exemple le CCMM de Toulouse. Donc c'est à l'hôpital Purpan. Il y a un service qui accepte toutes les téléconsultations et qui peut donner un avis médical et je dirais des actions à faire et à mettre en place au sein du navire de pêche, qui peut aller jusqu'à un rapatriement si nécessaire. Donc c'est vrai que tous ces outils se sont développés avec le déploiement d'Internet qui facilite bien sûr le dialogue et le déploiement de ce type de valise. Un point aussi important à prendre en compte dans le cas de la télémédecine, c'est grâce à ces outils, on est conforme à la réglementation, à la RGPD. Normalement, on n'a pas le droit d'envoyer un tracé de CG en simple pièce jointe dans un email, parce qu'on n'est pas conforme en termes de sécurité. Et la télémédecine apporte cette assurance d'être conforme par rapport aux protections des données de santé. Des entreprises ont aussi parfois besoin d'une direction médicale et d'un médecin, le directeur médical, pour assurer, en cas de besoin, le suivi des soins sur un collaborateur, mais aussi pour prévoir un certain nombre de procédures médicales qui pourront aller jusqu'à un plan d'évacuation d'un chantier ou d'un navire. Comme les entreprises n'ont pas vocation à embaucher des médecins, elles peuvent recourir à un directeur médical externalisé. C'est le rôle du docteur Philippe Borel,
dirigeant de PMSM. Il y a le directeur médical et la direction médicale. La direction médicale, c'est un ensemble de ressources et de moyens qui sont mis à disposition du client. Un projet peut être suivi aussi par un infirmier coordinateur qui a des compétences pour suivre le projet, mais au-dessus de cet infirmier, il y a toujours effectivement un médecin parce que il y a une pratique à l'état de l'art, un état de l'art de la pratique médicale qu'il faut respecter. Donc évidemment, il ne faudrait pas donner des mauvais conseils. Et donc le directeur médical doit être au fait, je dirais, de tout ce qui se fait de mieux et de plus actuel en termes médicaux, notamment si on conseille des traitements ou des médicaments, une dotation médicale, du matériel médical. Il faut évidemment que ça soit conseillé en conformité à l'état de l'art de la pratique médicale. Donc c'est tout ça que va faire le directeur médical. Il va aussi mettre en place des protocoles de soins, par exemple. Donc, on comprend bien effectivement que ça doit être un médecin. Souvent, on a affaire à des industriels, par exemple du BTP ou des armateurs au commerce ou des compagnies minières, par exemple, qui n'ont pas, dont ce n'est pas ils ont pas pour vocation d'employer un médecin ou sur leurs opérations. Et donc, effectivement, ils externalisent la fonction parce que ils auraient peut-être pas un besoin permanent. Le besoin est souvent ponctuel sur certains projets et donc ça fait tout son sens de pouvoir avoir recours à un prestataire qui peut mettre à disposition cette capacité de conseil médical. Ça doit être extrêmement intéressant d'être dans des projections de situations pour mettre en place des protocoles, des procédures. Imaginez ce qui pourra arriver dans une situation qui va être obligatoirement complexe puisque le lieu où va se dérouler la problématique est éloigné, voire inaccessible pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Oui, effectivement, et toutes les situations sont différentes. On ne travaille pas au fin fond de la Guyane sur un chantier minier, comme on va le faire par exemple sur un chantier éolien en mer. Parce que les contraintes sont différentes, parce que les conditions d'évacuation médicale des patients sont différentes. Donc effectivement, c'est un métier qui est passionnant parce qu'à pour chaque projet, il va falloir faire une évaluation du contexte, de la situation, entrer en contact aussi avec les autorités, c'est-à-dire les institutions. J'appelle institutions, par exemple, le SAMU, parfois, lorsqu'on est en mer, on va aussi rentrer en contact avec le CROSS. Dans certains cas, médicalisation aéroportuaire, on va interagir avec l'ARS, par exemple, qui représente le préfet pour les plans de secours, notamment. Donc, effectivement, on a une diversité de situations. Si on travaille, par exemple, je donne encore un exemple. Sous certaines latitudes, on va avoir des problématiques, par exemple, liées aux maladies tropicales, prévention du paludisme, etc. Donc, il faut, si le client a des salariés exposés, il va falloir qu'on définisse une politique de prévention, par exemple, du paludisme. Le directeur médical externalisé n'est pas juste là en réaction ou un suivi d'un cas, par exemple, qui pourrait arriver ou d'une évacuation médicale. On est vraiment aussi dans le domaine de la prévention. On va aussi conseiller le client et les salariés sur tout un tas de problématiques, de thématiques, pardon, de prévention santé pour protéger la santé des travailleurs, des collaborateurs. En termes par exemple, de nutrition, en termes de faire des entraînements, par exemple, au secourisme, à l'utilisation du défibrillateur, conseiller, par exemple, de l'exercice physique, notamment sur les navires ou sur les plateformes pétrolières ou sur les plateformes d'installation éolienne, par exemple, où les gens sont quand même assez confinés, ils travaillent toute la journée, ils ont peut-être des habitudes alimentaires donc voilà, tout ça va être. Il y a cette dimension conseil également qui est extrêmement importante et qui doit être apportée par le directeur médical, qui a donc une vision un peu holistique de la santé lorsqu'il conseille un client. Et puis l'innovation aussi, je pense que on doit être assez proactif en matière d'innovation. Quels sont, par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre en place en matière de télémédecine?
pour pouvoir avoir un avis de téléexpertise qui soit pertinent, avec du matériel sécurisé en termes de protection des données médicales personnelles. Voilà, tous ces aspects-là. Donc, c'est extrêmement riche, varié et complexe aussi, hein. Donc, ça veut dire que le directeur médical et son organisation doivent eux-mêmes se tenir au courant je dirais, des évolutions des pratiques médicales en milieu isolé. Oui, alors on l'a vu, notamment la télémédecine s'est vraiment développée, j'allais dire, ces 10 dernières années, avec ce que vous avez dit, des problématiques notamment de transmission des données, mais aussi finalement la capacité à faire du diagnostic de meilleure qualité avec des gens qui sont très éloignés grâce au progrès des valises de télémédecine, mais aussi des communications. Oui, c'est la téléexpertise, hein. Il faut pouvoir offrir à un collaborateur qui travaille dans un milieu hostile, isolé, éloigné, il faut pouvoir lui offrir la possibilité d'avoir un avis spécialisé. Pour avoir un avis spécialisé, ça peut être celui du SAMU, par exemple, ou ça peut être celui d'un expert médical, par exemple en cardiologie, en ophtalmo, en psychiatrie. Donc, il va falloir, pour ça, pouvoir transmettre des données médicales. Ces données, elles sont captées soit par des appareils médicaux qui sont reliés à. Alors, vous avez cité une valise, parce que oui, c'est une image, mais qui est parlante, hein. Une petite valise dans laquelle il y a tous les équipements médicaux nécessaires. Alors, ces équipements médicaux, l'intérêt qu'ils ont, c'est qu'ils sont reliés à on pourrait dire un tuyau blindé qui permet le transfert de data médicale de manière protégée, sécurisée, donc en respect des réglementations RGPD, protection des données santé médicale, individuelle, ce qui est un aspect extrêmement important, notamment pour l'employeur, hein, parce que l'employeur, il est aussi garant de la sécurité de ses collaborateurs et il ne veut pas qu'il y ait des fuites de données médicales. Donc, ces dispositifs de télémédecine et téléexpertise qu'on met en place doivent évidemment respecter ces standards RGPD et puis ils doivent être reliés à quelqu'un qui répond. Quelqu'un qui répond, c'est-à-dire un spécialiste qui va accepter de donner son conseil, son avis. Et c'est précieux, évidemment, quand on travaille en isolement, parce que on va pouvoir apprécier, évaluer une situation médicale et dire, notamment, si on peut garder le patient sur site ou s'il va falloir l'évacuer. Et l'évacuation médicale, évidemment, on passe dans une autre dimension là, parce que il va falloir mobiliser des moyens. Il va falloir, alors des moyens qui peuvent aller jusqu'à l'hélicoptère ou jusqu'à peut-être un navire de soutien dans lequel on va mettre le patient pour l'acheminer à terre. Donc tout de suite, on passe dans une troisième dimension là, faire accepter, accueillir le patient, préparer son arrivée au centre médical ou à l'hôpital dans lequel il va être admis. Donc tout ça nécessite beaucoup de coordination. Il faut le préparer en amont, tout ça. C'est ce qu'on appelle les mets d'évacuation plan, les plans d'évacuation médicale. On les travaille en amont, c'est une espèce de répétition sur le papier de ce qui va se produire si jamais on doit évacuer un patient, mais c'est ce qui garantit la sécurité sanitaire pour les gens qui travaillent en isolement. C'est extrêmement important. Et ça, cet aspect-là, il est demandé, évidemment, lorsqu'on a une direction médicale externalisée, on travaille sur ces aspects d'évacuation. Alors, ça implique plein de partenaires divers et variés, dont les partenaires institutionnels, qui doivent être au courant, notamment des moyens qui sont disponibles à bord ou sur le site, moyens médicaux. Qu'est-ce qu'on a comme matériel médical? Qu'est-ce qu'on a comme pharmacie à bord pour stabiliser le patient avant de pouvoir l'évacuer? Combien de temps? Alors, forcément, de là va pouvoir être déduit le temps de conservation maximum du patient sur le site. Est-ce qu'il faut agir très vite? Est-ce qu'on a le temps pour le stabiliser et le surveiller avant de déclencher les moyens d'évacuation? Voilà. Tout ça, c'est une vraie stratégie d'action qui va se mettre en place. On va interagir justement avec le client. Le client, il faut qu'il soit... Alors, tout en respectant, bien entendu, le secret médical. C'est là un peu
je dirais pas la difficulté, mais c'est le principe de base. C'est-à-dire que le client doit être informé, mais il ne doit pas connaître la pathologie, il ne doit pas connaître les détails médicaux du patient. Un employeur n'a pas à être informé si son salarié est en train de faire une crise cardiaque ou un angor instable. Enfin, il ne doit pas connaître les détails, mais il doit savoir qu'il y a une situation médicale qui nécessite la prise en charge de son collaborateur et probablement son acheminement vers une structure spécialisée. Donc, le rôle du directeur médical, c'est aussi d'être aux côtés du client pour l'informer tout en préservant le secret médical et pour le rassurer sur le fait que les moyens mis en œuvre vont protéger la santé du salarié. Parce que vous savez que l'employeur est responsable de la santé du collaborateur et des risques auxquels il expose son collaborateur. Donc la réponse médicale est là pour mitiger ce risque. Donc forcément, le directeur médical ou la direction médicale externalisée, elle est là pour participer à cette réduction du risque ou à cette prise en compte du risque. Et donc c'est très confortable évidemment pour l'employeur parce qu'il sait que en théorie son salarié est entre de bonnes mains, que tout est mis en œuvre, je dirais, pour sa sécurité et pour lui donner un maximum de chances de guérir, en fait, d'être pris en charge correctement et de guérir. Ce premier épisode du podcast de PMSM Sentez-vous bien en entreprise est terminé. N'hésitez pas à le partager sur les plateformes et à le commenter. À bientôt!